Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Pour 38, contre 34, abstention 1. Et donc les amendements de suppression sont adoptés. En conséquence, l'article 1er est supprimé. Et les députés de la Commission des Affaires sociales ont rejeté donc ce matin l'article 1 de la proposition de loi du groupe Lyotte qui vise à abroger l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Une victoire d'étape pour le camp présidentiel face à une opposition qui essaye de contre-attaquer. En tout cas, ils ont quitté les débats. Oui, pour la NUPES, en déposant des milliers d'amendements pour empêcher les débats d'aller à leur terme et faire revenir le texte à l'Assemblée dans son état initial. Des amendements finalement supprimés par la présidente de la commission, provoquant la colère de l'opposition qui a dénoncé, je cite, un déni de démocratie de la part du gouvernement. Alors est-ce que pour vous, les manœuvres à l'Assemblée nationale peuvent mettre le feu aux poudres? On va revenir dessus, par exemple, les 2 députés LR qui étaient contre le projet de loi, qui ont été remplacés, et 38 moins 2, ça faisait 36, et 34 plus 2, ça faisait 36. On aurait eu un match nul. Est-ce que pour vous, ce sont des manœuvres, des magouilles, de la basse politique? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc à cette question, les manœuvres à l'Assemblée nationale peuvent-elles mettre le feu aux poudres? Vous dites oui à 88%. Avec Laurent Mignot qui nous dit par exemple, ce n'est plus un feu, c'est un incendie généralisé de nos institutions. On va en parler avec notre invité Nicolas Corato qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Président du think tank Place de la République. D'abord Philippe Bilger. On n'arrête pas de dire qu'on en apprend de plus en plus sur la Constitution. On devient tous un peu constitutionnalistes. Voilà. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter en fait? Moi je suis frappé de voir, et j'ai scrupule à parler de la République devant quelqu'un qui dirige Place de la République si bien connu. Mais on peut avoir des processus parfaitement constitutionnels en apparence. Je ne crois pas, mais sous le contrôle de ceux qui savent dans ce domaine, qu'il y ait eu quoi que ce soit d'inconstitutionnel depuis le début. En revanche, il y a parfois de l'indécence, me semble-t-il, à abuser de certains processus constitutionnels légitimes dans des situations normales, mais qui perdent leur sens dans, par exemple, au sujet des retraites. Donc je distinguerai les deux. Le gouvernement, notamment, n'a pas compris que la constitutionnalité n'était pas tout, qu'il fallait aussi une forme de décence dans l'application des mécanismes. Virginie Calmel. Je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut quand même que la Macronie reconnaisse qu'elle n'a pas la majorité absolue et qu'elle ne peut pas se comporter comme si elle l'avait. Par ailleurs, je trouve que les LR, une fois de plus, se sont pas tellement, comment on va dire, n'ont pas été très brillants dans cette épreuve, parce que pour moi, ils font toujours le mauvais choix, c'est-à-dire soit ils décident, et moi j'étais plutôt favorable à ça pour éviter d'avoir 4 ans pour rien, de soutenir le gouvernement, mais c'est un accord de gouvernement en droitisant la politique d'Emmanuel Macron, et à ce moment-là, ils votent ces textes, soit ils sont dans l'opposition. Mais alors, jouer un jeu où ils sont dans l'opposition, ils critiquent le lundi, ils ont tout critiqué sur un grand nombre de sujets, mais finalement, on vire 2 personnes de la commission qui auraient pu s'exprimer librement contre. Et donc, pour moi, LR, encore une fois, dans cette épopée-là, ne brille pas et ne clarifie pas sa position. Moi, je crois que soit ils font un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, soit ils sont dans l'opposition. L'entre-deux me semble totalement mortifère et incompréhensible. Donc c'est LR, mais R-E-R-E, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle étape qui est franchie, indiscutablement. On peut commenter les poisons et délices du parlementarisme, passer en revue l'ensemble des outils constitutionnels. Bon. Là, ce qui se passe, c'est qu'un député s'inscrit dans une commission. On dit qu'il est donc commissaire aux finances, aux affaires sociales. Changer aujourd'hui la composition de la commission pour s'assurer le vote en faisant ce jeu de chaises musicales, moi, j'en ai pas le souvenir. S'attaquer d'une manière aussi radicale au droit d'amendement, qui est consubstantiel à l'activité de parlementaire. Le parlementaire, il contrôle l'exécutif et il fabrique la loi. Et donc, il doit pouvoir exercer son mandat avec ce droit d'amendement. Après, au final, il restera une chose. Sur un texte aussi important, quoi qu'on pense de la réforme, qui est d'ajouter 2 ans au travail.
le fait que les députés ne puissent jamais voter sur les 64 ans est véritablement quelque chose où, dans le pays, tout le monde sent bien que ça ne va pas. Que les députés doivent pouvoir voter. Et après, Virginie Calmels a raison. L'exécutif n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité. Il faut qu'il assume ce moment politique. Il aura une majorité au Sénat. On sait comment, sans trop rentrer en technique, ça pourrait se passer en commission mixte paritaire. Mais qu'il assume le fait politique, la réalité politique à l'Assemblée nationale. Vous pensez que c'est un scandale que le changement d'âge de la retraite pour passer à 64 ans n'ait jamais été voté? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nicolas Corato, on appelle ça on souhaitait le bon sens politique. Là, on est à l'opposé, en fait. Oui, on est à l'opposé. On est peut-être à l'opposé de l'esprit des institutions. Et votre débat est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a deux camps qui s'affrontent. La majorité présidentielle qui fait du juridisme à outrance et qui en appelle au texte de la Constitution, et puis les oppositions diverses et variées, mais rassemblées sur la loi Lyotte, cette fameuse loi, qui eux invoquent l'esprit des institutions et l'usage parlementaire. Et en fait, tout ça nous ramène, ce que vous disiez Olivier, très très juste, au péché originel. Le péché originel, c'est qu'on a empêché les députés de voter. Et qu'il est tout à fait naturel que des députés qui sont élus pour ça réclament de pouvoir voter. D'ailleurs, Charles de Courson, qui est le député qui porte cette proposition de loi, rappelait l'existence oubliée par certains de l'article 24 de la Constitution, dont on parle moins que d'autres. L'article 24 commence par « Le Parlement vote la loi ». Et ce que veulent faire les parlementaires, et on ne peut pas leur tenir rigueur, c'est de voter sur un sujet qu'ils estiment aussi important, et on peut imaginer qu'il y soit, sur ce sujet. Deuxième point quand même important, c'est le choc institutionnel auquel on est en train d'assister. Il y a une crise institutionnelle entre l'exécutif et le législatif. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé dans notre pays. On a une histoire très riche sur le sujet, mais on y est. Depuis la 4e République, c'est plus arrivé. Je précise pour les Républicains, parce que dans ce choc institutionnel, il y a un truc un peu paradoxal qui est intéressant, c'est que d'où ça vient ce choc institutionnel? D'une réforme constitutionnelle votée, présentée par le président Nicolas Sarkozy en 2008, qui a permis aux oppositions parlementaires de déposer des propositions de loi et de reprendre l'initiative parlementaire. C'était une avancée considérable. Ce sont les Républicains qui en sont à l'origine. Et qui est aujourd'hui en train, non pas de saboter, mais de détourner l'esprit de cette réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy? Les mêmes députés républicains qui sont en train de vous expliquer que, finalement, la dernière grande phase idyllique de la politique en France, c'était le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a là, je pense, une rupture aussi idéologique des Républicains par rapport à l'esprit de cette réforme. L'esprit de cette réforme, c'est que les oppositions ont le droit de porter des propositions de loi et que ces propositions de loi soient votées. Je pense que Philippe Vigère va vous répondre. J'ai envie de défendre un petit peu les Républicains. Un petit peu Nicolas Sarkozy. Là, ne craignez rien de faire Nicolas. Pour une fois que je fais un hommage à Nicolas Sarkozy devant vous, Philippe. N'en abusez pas, tout de même. Mais j'ai connu des causes moins désespérées. Mais je voudrais répondre un peu à Virginie et à vous, Nicolas. Certes, les Républicains, avec cette substitution de commissaire dont je ne savais pas qu'elle était licite, je ne savais pas qu'on avait le droit de procéder à une telle aberration. Tout de même, les Républicains ont le droit de considérer que les retraites, c'était un domaine capital pour la France. Et donc, ça peut expliquer une forme de rigidité, voire de dureté dans leur attitude et l'administration qu'ils ont eue. Ça n'est pas complètement honteux. Voilà. Je vous préfère comme procureur, Philippe, que comme avocat. Non mais, est-ce que c'est faux, Nicolas, ce que je dis? Est-ce que c'était pas central pour eux, Virginie? Vous avez raison, mais qu'est-ce que ça leur coûtait d'aller au vote? Qu'est-ce que ça leur coûtait d'aller en séance? La droite portait une autre réforme. Donc là, pour le coup, il y a un moment donné, c'est aussi la droite qui, à force d'amendements, a fait que ça coûte encore plus cher, cette réforme des retraites. Donc, quelque part, l'a aussi vidé de sa substance. Pour moi, la droite a eu un comportement qui est
complètement incompréhensible. C'est-à-dire, soit ils s'arc-boutaient sur on a voulu la réforme à 65 ans, on veut l'allongement, mais pourquoi pas une dose de capitalisation, pourquoi pas apporter d'autres propositions, et on n'est pas d'accord, ou alors on est d'accord avec Emmanuel Macron, mais pourquoi pas faire un accord de gouvernement à ce moment-là? Mais c'est entre-deux, un coup je suis d'accord, je suis pas d'accord. Moi, pardon Philippe, je crois que les gens ne comprennent plus le cap de la droite. Et j'en suis la première triste, hein, car je reste une femme de droite, comme vous le savez. J'ai bien aimé... Ah bon? J'ai bien aimé le retour par 2008, parce que dans 2008, il y a aussi le référendum d'initiative partagée, oui, dont on a mesuré au cours des dernières semaines qu'au final, on ne pouvait pas l'enclencher, que les conditions pour l'obtenir étaient inaccessibles. Dans la réforme de 2008, il me semble qu'il y a aussi la présidence pour l'opposition de la Commission des Finances, oui, dont on voit aujourd'hui que Éric Coquerel est sur un siège éjectable. Donc ça veut dire que cette tentation, cet essai de faire respirer nos institutions, qui en ont bien besoin, est aujourd'hui avorté. Je voudrais vous poser une question, ça va faire plaisir à notre ami Olivier d'Artigol. La une de l'Humanité, quand la Constitution de 58 a été adoptée, c'était la Constitution monarchique adoptée. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, en jouant sur l'article 40, le 49.3, le 47.1, tous les articles, est-ce que quelque part ça prouve pas que ces institutions, même avec une majorité très relative, on peut arriver à gouverner? C'est en 58. C'est en 58. Donc c'était avant 62 le suffrage universel direct. Absolument. Mais on en est bien là, et le sujet aujourd'hui, c'est le sujet de l'initiative parlementaire. Qui prend l'initiative de proposer une loi au Parlement? C'est même pas la question de la voter ou pas. Oui. Et ce qu'est en train de dénier l'exécutif au législatif, c'est cette capacité même de proposer simplement qu'une loi soit votée et portée au vote. Donc je dirais pas... Moi, j'aime beaucoup les lunes de l'Humanité. Je suis pas persuadé que ce régime est devenu hyper présidentiel. Il a un problème de relation au Parlement et aux faits parlementaires. Et il a un problème avec le débat. Il a un problème avec l'initiative qui ne viendrait pas de son camp. Mais je pense qu'effectivement, que la majorité soit relative ou très forte, l'exécutif agira de la même manière, voire même qu'il sera beaucoup plus violent avec le Parlement au fur et à mesure que sa majorité sera relative. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Est-ce que l'attitude de la France insoumise, finalement, est la bonne aujourd'hui, la bonne attitude justement d'empêcher, en mettant en place des amendements, oui. Mais aujourd'hui, la France insoumise, enfin moi je catégoriserai pas la France insoumise par rapport. Il y a des oppositions qui se sont reliées, il faut le voir, hein, dans un même mouvement pour arriver au vote. Oui, la NUPES. Et là, il y a mais même pas la NUPES, c'est Charles de la Courson, NUPES, le Rassemblement National, l'IOT, et on a trouvé cette figure de Charles de Courson qui est suffisamment plastique. Il n'aimerait pas qu'on dise ça parce qu'il a quand même des évolutif. Mais on a trouvé cette figure qui emmène quoi en fait? Non pas une position sur le fond du débat, mais sur les droits du Parlement, mais sur le principe même de l'exercice du pouvoir législatif. Oui. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas très loin de la crise institutionnelle. Moi, je ne sais pas ce qui se passera si la présidente de l'Assemblée nationale impose l'application de l'article 40. Est-ce que les députés voudront continuer à siéger? Vous savez, on est dans des moments institutionnels où tout peut basculer à un moment ou à un autre. Imaginons que des députés ne veulent pas quitter l'hémicycle parce qu'ils voudraient aller jusqu'au vote. Qu'est-ce qui se passe? On part au 0826 300 300. Notre auditeur du jour, rebonsoir Pascal. Rebonsoir à toute l'équipe. Eh bien, écoutez, c'est vraiment désolant, quoi. On s'aperçoit que les députés de droite, LR, ils retournent leur veste, hein, comme la chanson de Jacques Dutronc, hein, malheureusement. Hein. Mais c'est désolant pour le pays, quoi, parce que, bon, moi je suis à la retraite depuis peu, je plains ceux qui vont aller jusqu'à 64 ans dans le transport, dans les métiers du bâtiment et autres, dans les métiers des ADMR comme mon épouse, et voilà, quoi. Non, je pense que là on est arrivé dans un cycle où tout va se chambouler, mais comment? Parce qu'on sait très bien que de toute façon les retraites ont été mises d'office. On pourra faire ce qu'on veut, les parlementaires pourront faire ce qu'ils veulent. L'Europe est derrière, on a imposé à notre cher président que je n'ai pas voté, heureusement pour moi, et on lui a imposé, et lui il peut pas faire autrement, c'est la marionnette de l'Europe, et on lui impose et il va aller jusqu'au bout, parce que autrement la France n'aurait pas les aides, et elle aurait des aides financières, mais beaucoup avec des taux d'intérêt beaucoup plus importants sur le marché mondial, le marché financier. Le marché financier.
députés. Donc voilà, moi personnellement, c'est pas que j'ai pas voulu aller manifester, c'est que je me suis dit de toute façon c'est peine perdue. C'est peut-être pas bien de penser ça, mais on n'a plus les députés comme on avait dans le temps. On avait des députés qui se battaient, qui avaient pas peur de se lever, qui avaient pas peur de quitter l'hémicycle. Voilà, on a des députés. Ça a été le cas, Pascal. Justement, restez avec nous, Pascal. Nicolas Corato, est-ce qu'on peut, à un moment donné, se dire que derrière, ça va être encore des manifestations, ou finalement ça va passer crème? Eh ben, c'est la question que je posais à Philippe David de Mezza Voce tout à l'heure, de savoir si les auditeurs avaient décroché ou pas de ce sujet, parce que c'est des sujets, il faut suivre quasiment à la minute pour comprendre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense qu'il y a une incompréhension dans le pays. C'est une question de pacte social. Il y a un moment, quand le Parlement n'est pas en capacité de dire oui ou non, et après tout qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, c'est la volonté publique et la volonté commune qui s'applique. Je comprends que les citoyens n'acceptent pas. Et je dirais que ce qui est intéressant dans les études d'opinion, c'est pas tant de voir l'opinion des citoyens qui ont voté LFI ou RN, c'est de voir aussi l'opinion des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour, qui sont dans la même incompréhension, qui comprennent bien que cette réforme, pour laquelle ils sont peut-être très favorables, a très peu de chances en fait de passer, non pas de passer dans les faits, mais de passer dans les mœurs, si jamais effectivement le Parlement n'est pas associé. C'est vraiment le sujet. Emmanuel Macron aurait très bien pu s'en sortir, finalement, avec une première réforme rejetée, et puis revenir avec un autre projet. Il a 4 ans, hein. Il est qu'au début de son quinquennat. Et rien n'interdisait le gouvernement de revoir sa copie et de repasser par le Parlement, quitte à faire l'accord de gouvernement dont vous parliez. Il y avait d'autres possibilités et négocier avec la CFDT. Que d'esquiver, que d'escamoter le débat au Parlement. Et ça, je pense que les Français sont très attachés au Parlement. Moi, je pense que contrairement à ce qu'on dit, et contrairement à la réputation des élus, les Français sont attachés aux droits du Parlement. Eh ben, vous restez avec nous, Nicolas Corato. On va faire une petite pause et on va rester ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300, vous voulez réagir sur ce sujet, à notre question du jour. Est-ce que finalement les manœuvres à l'Assemblée nationale peuvent encore mettre le feu aux poudres? Pour l'instant, c'est un large oui à 88% et vos messages sur notre compte Twitter nous le prouvent. À tout de suite.